Que reste-t-il du patrimoine culturel africain, de cette histoire, de cet héritage collectif qui définit une partie importante de notre identité? Après la colonisation, nos traditions culturelles n'ont jamais été autant en danger que dans ce contexte actuel de mondialisation. C'est désormais une question de survie pour une civilisation que la tradition orale a aujourd'hui du mal à perpétuer. Comment reconstituer l'histoire de l'Afrique et préserver notre héritage culturel? Comment accélérer la prise de conscience chez les jeunes générations? Le thème principal de l'affaire de femmes est aujourd'hui consacré à l'héritage culturel africain. Nous parlerons en seconde position des conflits qui peuvent exister entre bru et belle-mère. Et oui, l'éternel conflit. Pour introduire notre sujet sur la préservation de l'héritage culturel africain, écoutons cet extrait de conte animé. Amadou Ampateba, illustre sachant africain, nous invite à l'école du caméléon, l'école de la sagesse. Caméléon, c'est un très grand professeur. Et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon regarder, vous verrez c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, regarde en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et puis le savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi. Bonjour, merci d'être avec nous. Were Liking, vous êtes actrice, peintre et metteur en scène. Merci infiniment. Nous avons aussi Valérie Oka. Vous êtes artiste visuel, performeur et donc professeur en art contemporain. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Oui, je parlais du conte. Ces contes, justement, l'Afrique a perdu une grande partie de sa sagesse, je pensais, avec ces contes qui ne sont pas autant divulgués, ou le fait d'en parler, même si vous dites que ça existe encore, est-ce que vous pensez qu'on perd un peu de nos sagesses africaines? Moi, je dirais que ce serait intéressant d'abord de définir qu'est-ce que la sagesse. Et sur quoi on oriente le mot sagesse. Votre définition à vous? Moi, je dirais qu'on n'a jamais rien perdu. Que tout est là et qu'il faut l'utiliser et l'exploiter. Donc la sagesse africaine, elle est là, comme elle est, la sagesse de l'être humain est partout, et qu'il faut peut-être plus travailler dessus, plus la faire revivre. Oui, je crois comme elle que rien ne se perd. Hein? Tout se transforme et se transmet. Même quand nous croyons que nous avons perdu quelque chose, nous n'avons rien perdu. Les choses évoluent, se transforment et continuent à vivre tant que leur expérience est vécue par des humains d'ici et d'ailleurs. Selon vous, est-ce qu'on peut toujours parler de sagesse africaine? Et pour vous, quelle définition vous donneriez de la sagesse africaine? La sagesse d'un peuple, à mon avis, consiste en ce qu'elle considère comme ses meilleures expériences et qui lui ont permis d'avoir une vie plus harmonieuse avec son environnement et d'être moins nuisible aux autres espèces. Donc, nous pouvons parler de sagesse asiatique ou européenne ou américaine, selon qu'on peut vérifier qu'elles aient été positives pour l'humanité, pour notre Terre, que nous partageons à tous, notre planète. Donc, on peut vérifier. Une chose est certaine, c'est que ce n'est pas l'Afrique qui a le plus nui à la planète. Ah. C'est la même définition que vous donneriez? Moi, je suis très proche de ce que ma consoeur est en train de dire. Et je dirais la sagesse, elle n'est pas africaine, elle n'a pas une nationalité. Ce qu'on pourrait appeler la sagesse africaine, c'est justement ce que
Madame Bouhaïli qui vient de dire, c'est que on est proche, la sagesse africaine, elle est proche de la nature, elle est proche de l'être humain. Et quelque part, on n'a jamais perdu ça, non, même dans la modernité. On ne peut pas se perdre. Voilà. Que pensez-vous de notre tradition orale comme outil de communication de notre sagesse? Est-ce qu'il est encore efficace? Est-ce qu'il a toujours été efficace? On dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Que pensez-vous de nos traditions orales? Pourquoi vous n'êtes pas en train de montrer votre émission avec des écritures seulement? Il y en a. Vous parlez. Je parle. Bon, et tant que l'être humain aura besoin de paroles, c'est que l'oralité continue. Et je ne crois vraiment pas qu'il arrivera un moment où l'être humain va sacrifier le plaisir de communiquer avec cet outil qu'est la voix, en synthétisant les formules de ce qu'il ressent. Et tout ça, dont l'oralité ne finira jamais. Nous vivons toujours à l'ère de l'oralité. Et moi, je rajouterais, en plus de ce qu'elle vient de dire... Quel est son apport à la société, justement? C'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, cette oralité, entre guillemets, elle se propage partout dans le monde. Parce qu'elle vous a posé une question. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler? Donc, des émissions, du contenu culturel, comme ce type d'émission, est un outil de transmission de réalité. Est-ce que ça disparaît? Non, ça ne va que exploser comme un feu de plus en plus fort. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, cherche du contenu africain. Absolument. Et justement, en parlant donc d'oralité, la langue est un outil, les différentes langues que nous avons sur ce... Ouais, la langue, pas l'objet, mais les langues, on va dire. On avait envie de vous la tirer. Ce sont des éléments importants de notre culture, des vecteurs importants de notre culture. Et justement, on ne les utilise plus. Nous ne parlons presque plus nos langues. Qu'est-ce que vous pensez de ce fait-là? Et qu'est-ce que nous perdons, selon vous? Moi, je parle ma langue maternelle. Vraiment, je la parle. Je suis honteux de le dire, je ne parle pas ma langue. Voilà. Donc, vous voyez quand même, il y en a qui la parlent, il y en a qui ne la parlent pas. Ce sont des choix politiques. De parler une langue, d'enseigner une langue. Depuis que l'Afrique est indépendante, il y a longtemps quand même que nous aurions pu avoir choisi d'enseigner certaines de nos langues. Donc, vu que nous tendons à redevenir un village de tout le monde, il est évident qu'il y a certaines langues qui ne vont peut-être pas survivre, mais ça dépend des choix politiques, mais ça dépend aussi de l'engagement de chacun de nous. S'il vous est plus facile de parler l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol à vos enfants, libre à vous. Oui. Mais vous pouvez aussi décider que c'est important qu'ils parlent votre langue maternelle, alors ça continue. Quel impact ça fait justement de ne pas parler nos langues proches de nos cultures? On parle facilement, c'est vrai que je ne parle pas ma langue, mais je parle même russe, anglais, et le fait de ne pas parler ma langue de cette culture, qu'est-ce que l'on perd? On perd un peu d'originalité, mais on peut en créer d'autres. Moi, je dis, ce n'est pas seulement les langues qui sont là. Nous sommes là, on n'a pas quand on demande à un Africain comment il s'appelle, il dit le nom des ancêtres des autres. Il dit même pas le nom de son père. Effectivement. Ou de sa mère. Et vous savez que c'est vibratoire. Quand vous dites un mot, la vibration retourne à sa source avant de vous revenir. Et donc, si nous ne pouvons même pas porter le nom de nos ancêtres, alors les langues, c'est encore plus compliqué. Et dans cette ère de paresse, où tout le monde veut travailler le moins et gagner le plus, vous comprenez que ce ne sont pas que les langues qui sont compromises, mais c'est vecteur de valeur. Voilà. Vecteur de valeur. Les langues? Moi, je dirais vecteur de valeur dans la continuité de ce qu'elle a dit. Et puis moi, comme vous, je ne parle pas ma langue, à mon triste regret, parce que là, par contre, j'ai l'impression, quand je vais au village ou quand je me trouve avec des baoulés, de ne pas comprendre ma langue me désappointe, on va dire, parce que je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire et j'aimerais bien le comprendre. Maintenant, c'est aussi à nous, parents, de faire en sorte d'apprendre ces langues-là à nos enfants.
ne serait-ce que dans un langage usuel, mais je pense que c'est relativement important. Mais ça reste un choix personnel. Mais je suis entièrement d'accord, le lien qu'elle a fait avec le fait des noms, ne serait-ce que de nos propres noms. Et je suis aussi entièrement d'accord, je pense que la voix, le son est porteur d'énergie. Et la relation qu'elle a faite avec le fait qu'on ne porte même pas de nom africain, donc ces énergies-là partent d'abord vers l'Occident, puisque c'est de là qu'elles sont originaires, avant de nous profiter. C'est très beau ce qu'elle a dit, avant de profiter à l'Afrique elle-même. Donc quelque part, dans le cheminement de la colonisation, on reste encore en termes de boomerang, ne serait-ce que par rapport à nos noms, comme moi par exemple, mon nom c'est Valérie. Donc quand on dit Valérie, ça fait Alors, pour revenir justement sur nos modes de gouvernance justement de nos sociétés ancestrales, qu'est-ce qu'ils apportaient dans notre vie au quotidien, nos organisations ancestrales? Valérie? Je sais pas, je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je ne connais pas véritablement historiquement les organisations des communautés ancestrales. Je sais que culturellement, elles étaient basées sur la communauté et le respect de l'autre en tant qu'être humain dans un cadre bien particulier, et surtout une ouverture vers d'autres peuples, une acceptation de l'autre tel qu'il est. Maintenant, vous pensez que ça avait un impact favorable? Vous pensez que c'était une bonne chose, justement, C'est une bonne chose, mais ça existe encore. C'est ce qui fait la différence entre l'Afrique et l'Occident. Ce lien communautaire lié l'un à l'autre, ce souci de l'être humain, c'est ce qui fait la différence en termes de qualité de vie déjà entre l'Afrique et l'Occident. Maintenant, on peut prendre la thématique sur plein de sujets et discuter pendant des jours et des jours. Effectivement. Alors, ça me rassure quand vous dites que ça existe encore, mais est-ce qu'on le voit vraiment? Dans nos zones urbaines, on est plutôt dans des formats individualistes, moins communautaires, moins de partage. Est-ce que vous le ressentez, vous, vraiment, dans les sociétés urbaines? Je dirais, aujourd'hui encore, si je vais en France, que je rends visite à des amis au moment de midi, au moment de déjeuner, ils seront très embêtés parce qu'ils auront prévu un steak pour chacun et qu'il n'y en aura pas pour d'autres. Aujourd'hui, en Afrique, à Abidjan, je m'en vais à midi chez vous, chez ma grande sœur. Je sais que je peux même venir avec mes enfants. Il y aura à manger pour tout le monde. Même quand c'est peu. Même quand c'est peu. C'est juste un exemple, un micro-exemple, mais qui se reproduit qui parle beaucoup dans toute la vie. Parlons justement des pillages d'œuvres d'art africains perpétrés à l'époque donc de l'esclavage, de la colonisation. Pour l'Occident, ces éléments, c'est de l'art. Pour nous, est-ce que c'est un peu plus ces objets d'art? C'est pas juste à placarder sur un mur. Il y a une valeur autre. Valérie? Alors, moi, je suis en tant qu'artiste visuel performer, je suis très énervée. Et contemporaine? Contemporaine, oui. Je suis très contrariée plutôt qu'énervée. Je suis très contrariée par justement tout ce que la contemporaine, j'arrive pas à le dire, contemporanéité de l'art de manière générale, hein, même au niveau du design. J'ai été voir au musée Guggenheim à New York un morceau de terre, un fromage de terre, c'est comme ça qu'on appelle, avec un bâton planté dessus et une plume avec de la peinture rouge, et on l'a appelé esprit de la nature. Et quelque part, ça, c'est des scènes qu'on a tous les jours. Enfin, tous les jours. C'est des scènes communes qu'on peut trouver en Afrique, dans les villages et tout ça, mais qui ont un sens véritable derrière ce concept qui est complètement abstrait, conceptuel, hein. Il y a une vraie action en rapport entre l'être humain et la nature. Donc, en fait, c'est pour dire que le côté contemporain de l'art, on l'a toujours eu, en fait. C'est les Occidentaux qui sont venus dire que l'art, il fallait le mettre au musée, alors que l'art fait partie de notre vie. Et aujourd'hui, c'est ce même tendance internationale qui dit que non, l'art, il faut le sortir des musées, ça fait partie de la vie. Et nous, on suit un peu comme des moutons
quelque part en suivant cette tendance internationale, alors qu'on devrait revendiquer la paternité de l'art conceptuel, par exemple. Ou après, c'est une histoire de mots. On revient au langage. On utilise moi, j'utilise le français pour m'exprimer. Donc, pour exprimer ce que je veux vraiment dire, je suis obligée d'utiliser des mots français, comme le design. Tous nos objets, elle le soulignait tout à l'heure, tous nos objets ont été pensés design. Si on regarde même l'objet que la reine mère porte avec elle, avec un usage bien particulier. En off tout à l'heure, elle disait que même la poire à purger était sculptée pour une énergie particulière. Mais sauf que nous, on l'a jamais appelé design. Et donc parfois, les Africains, j'ai l'impression qu'on se laisse dépasser par les mots et que face à des mots que l'on ne gère pas trop, on ne sait pas défendre véritablement notre créativité à travers ces concepts-là, et ça reste toujours du folklore dans l'imaginaire occidental. Est-ce que vous partagez aussi comme vision? L'art, le premier art, c'est la vie. Savoir vivre. C'est pour ça que, nous, quand on enseigne aux jeunes, on leur dit, la création, c'est d'abord la création des solutions à ses propres problèmes, ici et maintenant. Si tu as besoin d'un visuel particulier, si tu dessines quelque chose, c'est parce que c'est un besoin vital pour toi. Et quand ça fait partie de ta vie, tu décides que, bon, moi, mon pagne, je vais tisser des fils comme ceci. Je vais laisser des franges parce que ça répond surtout aux besoins personnels de l'individu, de sa meilleure façon de vivre, la création de meilleures conditions de vie pour soi-même et pour son entourage. Donc, c'est d'abord ça. L'art que l'on met sur les murs, c'est une sublimation. C'est un petit plus. Au-delà du besoin visuel. Mais l'art, c'est d'abord la vie. D'abord la vie. Une meilleure vie. Ce qu'on peut considérer comme une meilleure vie, une couleur, une figure, je ne sais pas, une applique sur une corne pour un caméléon, pour faire un bracelet. Il n'y a pas la nécessité de la survie par le ventre, mais de la faim spirituelle. Et ça, tous les peuples du monde l'ont. Bon, que les autres appellent ça comme ceci ou comme cela, ou décident que ça ne peut que s'accrocher dans les murs ou se mettre derrière les vitrines. Mais nous autres, on décide que on va porter ça. Et puis, c'est tout. Il y a un sens plus où est le problème? Il n'y a aucun problème. Et chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. En tant que femme, en quoi est-ce que la culture est importante, justement, dans nos activités au quotidien ou dans nos expressions quotidiennes? C'est ce que j'ai dit, c'est la vie. Ce sont des besoins essentiels. Ce que nous sommes et qui nous satisfait. Si ça ne nous satisfait pas, si nous sommes des choses par rapport aux autres, si nous devons être comme ceci parce que les autres, c'est comme ça qu'ils nous ont conçus. Ça veut dire que nous consommons même l'image de nous-mêmes, qu'on ne soit même pas capable de créer sa propre image de soi. Ça, c'est là où il y a un problème. Donc, chacun est libre de créer ce qu'il veut et le transmettre parce qu'il en est fier. Et vous pensez qu'il n'est pas trop tard pour le faire, justement? Il n'est jamais trop tard tant qu'on vit. Il ne peut pas être tard. Vous savez, nos frères asiatiques nous enseignent que le temps est une illusion. C'est vraiment un concept qui parfois, que le temps n'existe pas. Mais de ma petite expérience, de l'angle de vue où je suis placée, je me rends compte qu'on peut y croire, mais que ça ne ralentit pas la vitesse des astres. Et tant qu'il y a une régularité dans le fonctionnement des astres et tout, il y a une obligation d'en tenir compte pour avancer avec cette vitesse des choses et pouvoir aboutir donc la transmission est obligatoire et
une amie à moi me disait, l'héritage, ce n'est pas ce que nous recevons, mais ce que nous allons transmettre. Ce que nous avons reçu, on peut le dilapider et puis il n'y a rien. On n'a rien à transmettre. Donc, il faut se garantir à soi-même qu'on aura quelque chose aussi à transmettre pour la chaîne de l'humanité. Qu'est-ce qu'on a à transmettre, justement? La force d'être. La force d'être soi. C'est en tout cas moi ce que j'essaye de transmettre à mon fils, aux gens qui m'entourent. C'est d'être... Elle a déjà tout dit, ça, entier, dans cette identité, on transmet. Il faut se trouver soi-même. Il faut se trouver soi-même. En fait, tant qu'on ne s'est pas trouvé soi-même, on peut pas transmettre quoi que ce soit. Et souvent, je dis que les Africains de la diaspora sont parfois plus ancrés dans la culture africaine elle-même que les Africains en Afrique. Parce que souvent, l'Africain en Afrique, son point de mire, ça reste l'Occident. Donc, on reste ébahi par, comme on dit, hey, blanc et fort. Alors que l'Africain de la diaspora, ou la diaspora africaine, on va dire, étant déjà dans l'autre sphère, elle se rattache, elle va chercher, elle va fouiller dans la culture pour en prendre l'essentiel et créer avec. Donc, je sais pas quoi rajouter. Je crois que vous avez dit, on va rajouter un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Je sais que vous devez quitter ce plateau. Merci pour ce temps qu'on a eu avec vous. C'est moi qui vous remercie. Et on se dit à très très bientôt dans Affaires de femmes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci ma grande sœur d'être là. À bientôt. Ah ouais, à bientôt. Nous parlons de héritage culturel africain sur ce plateau de Affaires de femmes. Vous pouvez poursuivre la discussion à travers les réseaux sociaux en allant sur notre hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2 femmes, pour réagir et recevoir vos commentaires. Princesse, notre chroniqueuse, fait partie de la génération qui a pour le moins rompu avec la plupart de nos traditions africaines. Plus acculturée qu'elle, impossible à trouver. Quelques exemples de ces hauts faits. Elle ne parle pas sa langue, elle ne cuisine même pas nos mets. Juste pour citer quelques-uns. T'es sérieux là? Mais pourquoi tu me dépeins comme ça? Devant toute l'Afrique en plus. Non mais franchement, laisse-moi. Je sais que tu ne me tiens pas. Tu me laisses. Je viens toujours vers toi pour conseil. Oui. J'ai 2 mauvaises nouvelles à t'annoncer. La première, tu veux la mauvaise ou la pire? La mauvaise. La mauvaise, je reçois mes beaux-parents. Aïe. Ouais, la pire, je sais pas cuisiner et je dois cuisiner pour eux. Voilà. Ça veut pas dire que je suis acculturée? Non mais oh. Anyway, tu sais que ma beau-maman, belle-maman et beau-papa, enfin franchement ils sont tellement chiants ceux-là, ils n'apprécieront pas ma blanquette de veau. Pourtant c'est super bon surgelé. Hein. Ah oui, c'est Picard. Picard, c'est donc du surgelé que tu nous as fait manger la dernière fois, princesse. Tu veux crier sur tous les toits? Tu peux, enfin, tu vas au parleur? Tu étais toute fière, oui, j'ai... Oui, bah oui, t'es pas obligé de le dire tout fort. Oui. Bref, si je veux les séduire, d'après leur fils, il faut que je fasse d'une dolée. Ah. Oui, t'en as déjà mangé? T'as déjà mangé mon dolé? Non. Anyway, je m'en fous. J'ignore combien de femmes de ma génération savent préparer ce plat. Plus jeune, ma mère me poursuivait pour que j'apprenne, mais c'est tellement salissant, laborieux et puis archaïque, quoi. Donc, presque une journée entière de préparation. C'est pour ça que tu ne mangeras jamais mon dolé, parce que moi, je l'achète, comme d'habitude. Pour un plat qui s'avale en quoi? 30 minutes. 30 minutes. Et ça, c'est pour ceux qui prennent le temps de déguster. Je wonder. Anyway, tu te rends compte? Les grand-mères, elles vont en brousse, elles cueillent les fleurs, les petites feuilles. Après, elles séparent les feuilles des rameaux. Après, il faut laver le ndolé. Après, il faut se rassurer que quand tu le laves, il soit plus amer, parce que le ndolé, c'est super amer. Tu vois. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, maintenant, tu laisses mijoter. Ouais. 30 minutes au plus, oh, j'en sais rien. Anyways. Tu sais, c'est pas mon type de nourriture, c'est une nourriture autochtone. Je vois ça. Je pensais que pour une fois, je pensais pas que t'allais dire ça. Anyways. Tout le monde comprendra donc le pourquoi du comment je n'ai finalement pas pu apprendre à faire du ndolé. Et voilà. Sauf que là, je dois faire face à ce déjeuner et tout ce que ça implique. C'est là où j'ai besoin que tu me conseilles, mais bon. Si je me rate, tu sais très bien, c'est mort avec ma belle-mère. Mort de chez mort. C'est même pas la peine. Et tu sais, comme les anciennes disent souvent, tu dois nourrir l'homme avec le ventre et le bas-ventre. Et là, je peux pas remettre le compteur à 0. Pas du tout. Avec tous les sacs et les pagnes que j'ai achetés, ah non, 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 non. On va se marier et elle mangera ma nourriture et elle n'aura pas d'indigestion.
On va juste mettre le numéro du Poison Center. Centre de poison. Anyways. Donc. Qu'est-ce que tu vas faire, justement? Tu vas remettre les compteurs à zéro? Je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux strictement pas. Et pourquoi? Parce que je me suis trop investie. Mais heureusement qu'il y a YouTube. On trouve tout sur cette plateforme. Après une dizaine de plats tests, ça devrait faire l'affaire. Et ben voilà, tout sur YouTube. J'espère que je serai invité à ton repas. Pas pour la blanquette, hein, pour ton ndolé. Je préfère. Ce sera bien rodé d'ici là. T'as pas peur d'une indigeste? Non, j'ai pas peur du tout. Princesse nous a devancé justement sur le sujet. Les belles-mères, c'est de leur relation avec leur bru que nous allons parler. Je vais poser 3 petites questions. On va faire un petit jeu pour terminer cette émission. Et vous allez devoir répondre spontanément. Vous êtes prêtes? Je suis toujours spontanée. C'est ce qu'il faut. Alors, quels sont les désaccords que vous avez déjà eus avec votre belle famille? Bon, moi, je suis à mon second mariage qui date depuis 20 ans. Le précédent avait daté 9 ans. Mais le nom que je porte, Were Were Liking, c'est ma belle-mère qui me l'a donné. Pourquoi? Were Were, qui veut dire brillante et douce. Non, il y a des belles... Moi, je plais à mes belles-mères. Ah, j'ai pas de problème. Pas de désaccord? Non, Jamais? jamais. Et toi, princesse? Laquelle? Ah, d'accord. C'est Alors, très simple de satisfaire une belle-mère. Il faut la rassurer que son fils est en de bonnes mains. Et que elle peut en être fière. Et les mamans détestent avoir l'impression que leur fils est tombé entre des mains nuisibles. nuisible. Vous avez hésité sur le mot. Princesse, faut-il demander à l'époux de prendre parti à un moment Non. de votre désaccord? Mais non. Mais non. Non? Mais non. Non, il faut pouvoir agir de femme à femme. De femme à femme. Ah oui. Vous vous comprenez mieux. Oui. Contrairement à ce qu'affirment les pensées dominantes, entre femmes, on peut très facilement s'entendre. Se gérer. Alors, que dire ou faire à la belle-mère quand rien ne va plus? Lui faire comprendre qu'on la considère comme sa propre mère. C'est-à-dire la traiter comme votre propre mère. Si vous traitez votre belle-mère comme votre propre mère, vous n'aurez jamais de problème. Princesse, qu'est-ce que tu fais quand ça marche pas avec ta belle-mère? Qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que Bonne tu as déjà question. fait? C'est une meilleure question. On aime tous les deux son fils, donc il va falloir qu'on trouve un compromis. Et effectivement, Vous êtes en concurrence? On n'est pas en Non. concurrence. Tout Je sauf le ça. connaissais bien avant moi, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir s'entendre et, comme elle le disait, c'est ma maman. Donc, Et pour nos cultures, justement, c'est important, justement. très important. Nous parlons de héritage culturel africain. Vous pouvez échanger, donner vos avis, vos commentaires sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2 femmes. Merci princesse. Merci. Merci Were King De rien. de votre présence. Merci d'avoir répondu à ces questions cruciales pour l'avenir de la civilisation africaine. Il y a péril en la demeure. Cette demeure, c'est l'Afrique. Notre continent a besoin de rebâtir son identité à travers ses enfants. Il s'agit pour nous de reconstituer et de réapprendre notre histoire. L'homme d'État prussien Otto von Bismarck a dit « Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. » En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir.